Oui, j'ai deux questions. La première question, je reviens sur la compétence des intervenants en infiltro. Si j'ai bien compris, on a d'un côté la liste des personnes qui sont autorisées, qui effectivement figurent dans le site RT Bâtiment. Et d'un autre côté, on a un Calibat 8711, si je me souviens bien. Est-ce que les deux listes se croisent? C'est-à-dire, est-ce qu'un Calibat est autorisé et inversement? Allô? Oui. Donc, la liste des opérateurs autorisés, la liste Calibat, c'est la même. Donc, nous sommes autorisés par le ministère en charge de la construction. Donc, c'est le ministère qui nous donne l'autorisation et c'est Calibat qui nous qualifie. Donc, quand vous allez sur le site Calibat, vous cliquez sur la liste des opérateurs, vous vous retrouvez sur la liste RT Bâtiment. D'accord, donc c'est vraiment complètement la même liste. C'est complètement la même chose, c'est la qualification 8711. D'accord. Et vous êtes en droit, chaque mesureur a son autorisation, sa qualification sur lui. D'accord. Et une deuxième question, rien à voir, mais est-ce que vous avez des retours statistiques et d'expérience d'infiltro sur des bâtiments sur lesquels le procédé d'étanchéité à l'air a été fait avec des panneaux type OSB? Parce que je sais que ça se fait aussi. Au lieu d'avoir un frein de vapeur, on utilise l'OSB en fait comme frein de vapeur et comme étanchéité à l'air. Là, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais ouais, c'est une technique qu'on utilise sauf que l'approche va être un peu différente, quoi. Le traitement, l'enjeu, c'est surtout sur la liaison, la connexion des différents panneaux, quoi. Mais ça peut fonctionner, quoi. Il y a pas de souci, mais c'est pas très courant quand même, en fait. L'OSB est généralement en contreventement extérieur, dans les pratiques traditionnelles en France, quoi. Donc c'est une solution, quoi, mais j'ai pas de chiffres précis, non. Pour vous répondre, mon meilleur résultat sur une maison en ossature bois était avec un OSB à l'intérieur, tout scotché. Et on a un Q4 à 0,092. Ce qui était honorable. Alors, par contre, attention, l'OSB à l'intérieur n'est pas un pare-vapeur. Donc sur une maison en ossature bois, vous êtes hors DTU. Et les panneaux d'OSB avaient été jointoyés comment? Avec du scotch? Avec du scotch, oui. Avec des adhésifs. Bonjour. J'avais une question. Vous mettez en avant le test intermédiaire et final. Dans la RT 2012 et 2005, il y a une démarche qualité des entreprises. Comment ça se passe pour la mise en place de cette démarche qualité et quelles sont les garanties, on va dire, de résultats sans faire un test final? Alors, cette démarche, en fait, elle a été mise en place parce que, même s'il y avait potentiellement des inquiétudes par rapport au nombre de bâtiments construits et au nombre de mesureurs, mais en fait, c'est assez spécifique. Elle s'adresse plus à des gens qui vont construire de façon répétitive par exemple les constructeurs de maisons individuelles, quoi, qui ont un certain volume de maisons et qui, en gros, j'ai pas tous les principes, mais l'ensemble des éléments liés à cette démarche qualité sont dans une annexe qu'on appelle l'annexe 7, donc de l'arrêté du 26 octobre 2010, donc qui définit les différents éléments de la RT 2012. Mais ce que je veux dire, c'est très difficile, par exemple, pour un maître d'œuvre ou un architecte qui va avoir un panel de projets assez varié, quoi. Ça s'adresse plus, on va dire, à des groupes de constructeurs. En gros, le principe, pour plus de détails, il faut consulter l'annexe, mais les gens sont évalués sur environ 30 projets sur lesquels l'étanchéité à l'air est mesurée systématiquement, et s'ils ont le résultat sur le 30 projets, plus toute une démarche qui est assez lourde en même temps de justification, comment ils intègrent l'étanchéité à l'air aux différentes phases d'études, aux différentes phases de réalisation, ils ont cet agrément, il y en a quelques-uns qui aujourd'hui ça fonctionne, oui. En général, ça les oblige en fait à intégrer une démarche et à l'utiliser. Et puis chaque année, en règle générale, il y a un échantillon de leur construction qui sont mesurés par tirage au sort en fait pour vérifier que on continue. Mais ça s'adresse vraiment c'est un cadre assez particulier, quoi. Oui, bonjour.
Moi, je représente un fabricant. J'avais une information et puis une question. Donc, l'information, vous avez parlé de lisse basse tout à l'heure. Il y a un rupteur thermique qui se met entre les dalles béton et l'ossature bois qui reprend les charges des murs. Donc, pour ceux qui font la maison ossature bois, ça s'appelle du Perinsul. P-E-R-I-N-S-U-L. Moi, j'avais une question concernant l'étanchéité à l'air. Je voulais avoir votre avis par rapport à l'utilisation du verre cellulaire comme isolant. Oui, par rapport à type le Formglass ou autre, qu'on utiliserait pour utiliser le. Exactement. Sur les parois verticales. La particularité d'être un isolant étanche à la vapeur. En plus. Alors après, ça tout dépend où il est. Si c'est si on isole les soubassements ou. Non, en mur. C'est toujours pareil, quoi. Alors c'est une autre problématique, les transferts de vapeur d'eau. Si vous créez un film étanche à la diffusion de la vapeur sur l'extérieur, alors après c'est compliqué, ça va être fonction vous pouvez potentiellement avoir des gros problèmes de condensation au droit de cet isolant, quoi. C'est-à-dire faire augmenter la pression partielle de vapeur au droit de cet isolant qui est très fermé à la diffusion de la vapeur, oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention, quoi. Les matériaux qu'on utilise pour réaliser l'étanchéité à l'air, il faut qu'ils s'inscrivent dans une logique, dans le fonctionnement global de la paroi, et faire attention de ne pas créer des barrières étanches à la vapeur d'eau quelque part dans la paroi, quoi. Le coefficient SD, il est infini, pour le coup. Donc c'est totalement étanche à la vapeur. Mais c'est utilisé dans les locaux à très forte hygrométrie. Et il n'y a pas de condensation de pathologie dans des ambiances classées TFH. Donc c'est là où c'est un peu problématique par rapport au discours qu'il y a tout le temps. C'est que on est dans le cas, encore une fois, particulier d'un isolant qui est totalement fermé. Il y a la ventilation qui fait son travail. Et il n'y a pas de condensation qui se fait dans l'isolant. Il faudrait voir plus en détail comment est composée la paroi dans sa globalité, quelle occupation, quel niveau d'hygrométrie à l'intérieur. C'est difficile de répondre comme ça, si simplement sur dans quelles épaisseurs. J'ai du mal à voir. Toutes les parois opaques sont isolées avec ce type de matériaux. Je suis assez surpris quand même, parce que si c'est du Formglass ou autre, c'est quelque chose qui n'est pas très bon marché. Mais c'est pas le problème, ça, c'est autre chose. Là, on parle technique. Ouais, il faudra un schéma un peu plus détaillé sur les différents composants de la paroi. On peut pas dire comme ça. Merci, bonsoir. Je voulais faire 3 points. Moi, peut-être ajouter un complément à la question sur l'OSB de Jean-Luc tout à l'heure, là, parce que je vois où il voulait en venir, donc je voudrais juste compléter. Après, essayer de faire l'avocat du diable et revenir sur cette histoire des transferts de vapeur. Il y a beaucoup d'industriels aujourd'hui qui mettent en avant des solutions pour faire de l'étanchéité à l'air, qui fonctionnent certes, mais qui sont positionnés à des endroits dans le mur qui ne sont pas forcément adéquats et qui génèrent des pathologies. Deuxième point. Et troisième point, c'était pour toi, Romuald, de savoir si les cahiers du CT vont être revus, les cahiers Mininfil, justement pour incorporer dedans ces fameux problématiques de transfert de vapeur. Donc, premier point, c'était sur l'OSB. Si Jean-Luc a posé cette question, c'est parce que je sais qu'il y a un chantier en ce moment où il y a un problème d'étanchéité à l'air, justement parce que l'OSB est poreux. Donc, j'ai fait un test dernièrement sur cette maison-là, où on se rend compte qu'il y a de l'air qui passe à travers l'OSB. On n'est pas sur un problème de jonction, de panneaux entre eux, ni de jonction à d'autres éléments adjacents. C'est vraiment de l'air qui passe à travers l'OSB. Et j'ai, à mon humble niveau, déjà plusieurs retours dans ce sens-là. Alors, je suis formateur, moi aussi, et un filtromètre. Donc, je mettais en avant, jusqu'à pas si longtemps, l'OSB comme étanchéité à l'air. Mais il se trouve qu'avec les éléments que j'ai dernièrement, donc OSB de 16 mm en dalle poreux à l'air, et OSB de 22 sur le chantier dont parlait Jean-Luc, là, où il y a de l'air qui passe à travers. Alors, vraisemblablement, pour un problème d'humidification de l'OSB pendant le chantier, qui ferait qu'il perdrait ses facultés d'étanchéité à l'air. Donc oui, l'OSB peut être utilisé en étanchéité à l'air, mais faisons très attention, parce que si on a une intempérie pendant le chantier, ça peut foutre en l'air la couche d'étanchéité à l'air. Et donc, la question sur les transferts de vapeur et les cahiers de CT. Alors, pour les carnets, oui, on est en plein. Donc, ils sont révisés, ils sont revus dans le cadre d'un groupe de travail où il y a différentes personnes issues de l'AQC, CSTB et autres. Donc, dans le cadre d'un programme qui s'appelle RAGE. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme. Donc,
C'est l'acronyme de révision des règles de l'art Grenelle de l'environnement, où il y a un certain nombre l'idée, c'est de faire des calepins de chantier, des guides de bonnes pratiques. Et dans ce cadre, il y a un gros travail qui est fait, oui, sur les carnets Minafil. Oui. Alors les carnets Minafil, je sais pas si donc c'est des fiches techniques qui ont été réalisées il y a 3 ans maintenant, en fait, dans le cadre d'un projet Prébat. Et Minafil, c'est l'acronyme de minimiser les infiltrations d'air, où on avait essayé à l'époque, où c'était de Lyon, avec le CNDB, FCBA, enfin différents organismes professionnels, en fait, de poser les premiers jalons, en fait, de réalisation de l'étanchéité à l'air. En fait, on avait, sur la base de tous les points singuliers identifiés par le CT dans le cadre des campagnes de mesure, on a à l'époque proposé des solutions qui font un peu débat aujourd'hui, puisque le problème, c'est toujours le même aussi, c'est la conformité au DTU, aux avis techniques et autres, et on n'a pas suffisamment encore aujourd'hui, même si le marché de l'étanchéité à l'air s'ouvre largement, il n'y a encore pas suffisamment de produits, en fait, qui sont validés, on va dire, par ce biais, quoi, en fait, hein, puisqu'en France, la problématique des assurances, l'avis technique, le DTU, enfin, c'est quelque chose qui pèse, quoi. D'autres questions? Bonsoir. Voilà, donc moi je suis chez Ambiance Isolation. On traite l'étanchéité à l'air avec l'AéroBlue. Donc on est applicateur agréé Placo. Donc on rencontre une problématique chez les constructeurs, c'est qu'on se pose la question suivante: est-ce qu'ils recherchent un test valide le jour de la livraison de la maison ou une vraie étanchéité à l'air? Et là, la question me turlupine parce qu'ils ne regardent que la valeur, ils ne regardent pas la pérennité de l'ouvrage. Est-ce que vous disiez justement des maisons pérennes? Voilà. Et donc, la question, est-ce qu'on recherche une étanchéité à l'air dans le temps ou simplement un résultat, voilà. Est-ce qu'on recherche il vaut mieux que ce soit l'objectif, tout en haut, c'est le réchauffement climatique, ceci, cela. Enfin, on en est là aujourd'hui parce que c'est la conséquence d'un certain nombre de mesures qui visent à réduire de façon assez le poste de consommation du bâtiment. Donc, il faut que ce soit pérenne, bien entendu. Oui, forcément. Enfin, je vois bien. C'est à la conservation du bâti, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous citiez l'AéroBlue. Bon, l'AéroBlue, à l'heure actuelle, à ma connaissance, c'est le seul revêtement technique, on va l'appeler comme ça, en fait, qui est sous avis technique, ou enfin qui était sous Pass Innovation, qui est maintenant sous avis technique. Pass Innovation. Voilà, qui a été testé, qui peut être, qui fonctionne en termes d'étanchéité à l'air et qui pose pas de problème en termes de diffusion de vapeur quand il est posé là où il est posé. C'est surtout un produit qui s'adresse en fait au système constructif ITI, isolation thermique par l'intérieur, et qui vise à placer le plan d'étanchéité à l'air sur le nu intérieur du mur de maçonnerie, en fait, qui est relativement efficace. Enfin, on a eu l'occasion de. Mais la question, il y a 2 questions à se poser, qui se sont posées par rapport à ce produit. La première, c'est comment il se comporte au niveau des transferts de vapeur d'eau, puisqu'il est placé juste derrière l'isolant. Donc il a un SD de 0 ou 0,03. Enfin, et puis il y a une autre question aussi, c'est qu'en isolation thermique par l'extérieur, il y a 2 procédés principaux, les isolants sur ossature, et puis les isolants, les complexes, ou les sandwichs qu'on vient coller. Donc il y a eu quand même pas mal d'interrogations sur sa résistance à l'arrachement. C'est-à-dire que c'est quand même un revêtement technique à base de gypse avec des éléments type latex ou autre pour qu'il ait une certaine élasticité, ainsi qu'un fongicide pour éviter le souci qu'on rencontre de moisissure, par exemple. Donc oui, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, on a la paroi, de toute façon, elle a jamais été, elle se réduit pas. Il y a plusieurs phénomènes à prendre en compte, et c'est plus flagrant encore aujourd'hui puisqu'on augmente les épaisseurs d'isolant, puisque on utilise, elles sont multicouches, différentes natures de matériaux. Il y a aussi un essor des matériaux issus de la filière biosourcée, qui sont des matériaux plus sensibles. Donc il y a vraiment une attention particulière à porter à la fois sur les problématiques de transfert d'air par convection aérolique et sur ces problématiques de diffusion de la vapeur d'eau. Oui, c'est clair. Oui. Y a-t-il d'autres questions?
Oui, bonsoir. Sur les photos, on voit beaucoup, dans les bonnes pratiques, on voit pas mal de scotch, des kilomètres linéaires. On a un recul sur la bonne tenue de ce genre de produit? Parce que si ça se décolle dans 5 ans... On a notre fabricant qui était là, je ne sais pas où il est. On vous entend pas, attendez. Je dis, nous sommes suisses, je représente la société Rampac. La société Rampac a quand même un recul de 40 ans avec, disons, avoir posé donc des adhésifs, puisqu'on n'appelle pas donc des scotch, on appelle des adhésifs. On démonte les premières maisons et on s'aperçoit qu'elles ont tenu au moins que les adhésifs sont encore valides au bout de 30 ans. Oui, c'est à peu près ça. Enfin, ce que je veux dire par rapport à ça, faut, de la même manière que je disais, il faut essayer de sortir de ces vocabulaires-là de confinement, thermos et autres. Le scotch aussi, quoi. C'est pas des scotch, c'est des adhésifs relativement élaborés, malgré tout. Et puis, il n'y a pas forcément il n'y a pas de mauvaise solution. En fait, dans tout ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, il y a surtout des solutions qui sont mal mises en œuvre. Et ça, c'est pas valable que pour l'étanchéité à l'air. Donc, et il n'y en a pas tant que ça, des kilomètres de scotch. Si ça a été bien pensé en amont, quand il y en a des kilomètres, c'est que déjà on a réglé beaucoup de problèmes sur le chantier et la solution du pare-vapeur s'adresse à un système constructif particulier. Il y a les revêtements techniques à base d'enduit et autres. Il faut identifier le système constructif, quelle est la composition de la paroi, et c'est ça qui va déterminer comment on va traiter l'étanchéité à l'air, quoi. Mais c'est pas cette image des scotch de partout. Je voudrais rappeler quand même que les premières maisons passives avec des N50 à 0,6 livrées en Allemagne et en Autriche, c'est en 91 quand même. Et le niveau de performance du label Passive House dans ces années-là était exactement le même que les maisons Passive House d'aujourd'hui. Donc voilà quoi. Et une autre chose pour conclure sur ce projet, sur ces projets qu'on a accompagnés et qui sont bien souvent les supports des projets d'études pré-BAT ou de recherche, sont souvent des projets avec des financements qui sont pas sans fin, puisqu'on travaille beaucoup avec les OPAC et autres. On va au résultat parce qu'il y a de la sensibilisation, de l'information, de la formation. On essaye d'être dans les tolérances au niveau de la maçonnerie. On resurface les plans de pose. On pose les menuiseries correctement sur la base du DTU qui va bien et ça fonctionne. Donc je comprends un peu votre humour, mais il faut à un moment donné, il faut falloir passer quand même à autre chose, quoi. Ouais, donc pas du scotch, mais des membranes adhésives qui sont des produits, oui, relativement élaborés, tissés, non tissés. Et puis qui des fois elles doivent être mises en œuvre, elles doivent être apprêtées, et puis voilà, on met pas n'importe quoi sur n'importe quoi. Oui, bon, moi je vais juste intervenir d'une manière un peu plus généraliste, c'est-à-dire que j'ai entendu qu'il faut employer d'excellents matériaux, qu'il y en a de plus en plus, qu'on de mieux en mieux. N'empêche qu'à la fin du bout, à la fin du fin, c'est ce qui est fait sur le chantier qui compte. On l'a vu, j'avais montré des exemples de mauvaise mise en œuvre. Donc on peut avoir les meilleurs matériaux du monde, si on a une mauvaise mise en œuvre, c'est foutu. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais comme en France, dans le bâtiment, on a la culture de la réparation et pas la culture de la préparation, on se retrouve systématiquement avec la prise derrière le radiateur, avec la gaine qui passe en dessous de la poutre parce qu'on n'a rien prévu, le plafond qu'on est obligé de baisser, etc., etc. Ça, c'est systématique. Je défie quiconque ici de ne pas savoir sur un chantier s'il n'a pas eu un endroit, à un moment donné ou à un autre, un petit problème dont je viens de parler. Et ça, c'est dû au fait que la préparation n'est pas prise suffisamment au sérieux. Les maîtres d'ouvrage, il doit y en avoir ici dans cette salle, je suppose, ont systématiquement, j'entendais bien, sauf rare et très rare exception, mettent en place une dérogation systématique dans les CCAP pour déroger au temps de préparation et le ramener à 1 mois, pensant ainsi
qui vont gagner un mois sur les travaux. Eh ben, ils se foutent le doigt dans l'œil. Parce qu'une mauvaise préparation, elle implique non seulement du retard sur le chantier, mais de la mauvaise qualité. Donc, 1, laisser le temps de préparation. 2, que les maîtres d'œuvre, à leur tour, eux aussi, prennent on a toujours parlé de l'entreprise, mais l'entreprise, elle réalise aussi sous la direction d'un homme qui s'appelle le maître d'œuvre. Or, le maître d'œuvre, il a une responsabilité. Et sa responsabilité, c'était également, dans le temps de préparation, soit de donner des détails précis, des synthèses, des plans de synthèse, et également, s'il n'a pas à les faire faire suffisamment, précisément, et sa demande doit être exigeante. Si on arrivait un petit peu à aller dans le bon sens de ce point de vue-là, peut-être que sur les chantiers, on aurait moins de problèmes. Voilà. Merci pour cette remarque, alors, qui n'était pas trop une question. Une question ? Je voudrais juste répondre à la personne qui est derrière moi. Moi, je suis maître d'ouvrage et dans le CCAP, maintenant, depuis un certain temps, nous mettons 2 mois de préparation. Voilà, et on met dans les CCTP des maîtres d'œuvre aussi beaucoup de choses à leur charge, notamment sur les études de synthèse. Voilà. Alors, je voulais juste apporter une précision par rapport à... quand je disais il y a de plus en plus de produits, il y a de plus en plus de produits sur le marché français. Donc je le redis, il y a beaucoup de produits qu'on découvre aujourd'hui sur le marché français pour traiter l'étanchéité à l'air, parce que on commence maintenant à s'intéresser à ce problème de façon un peu plus sérieuse ou importante, mais on a tous ces produits que vous avez pu voir ici à l'entrée ou autres existent chez nos voisins depuis 20, 30, 40 ans. C'est pas... Ce qui est nouveau, c'est de le prendre en compte, quoi. Bon, maintenant, c'était pas une question, donc tout à l'heure, mais j'adhère complètement. On l'a pas démontré complètement, mais Alain a présenté tout à l'heure sa frise. Quand il parlait de la réussite de l'étanchéité à l'air, il a commencé par le programme, quoi. C'est clair, hein, tout commence à ce niveau-là, quoi. Chacun a sa part de responsabilité, c'est clair. Bonsoir. Vous avez parlé des tests intermédiaires, des tests finaux. Est-ce que ça vous est arrivé de faire un test après usage pour vérifier la pérennité dans le temps, justement, dont parlait je pense par exemple dans les logements sociaux aux personnes qui accrochent des cadres de partout avec des mèches de 250 ou qui s'amusent à tirer sur les sur les fils et autres. Voilà, ma question c'est est-ce que les produits durent dans le temps et est-ce que les usagers sont aussi des acteurs qui doivent être participer dans... Les locataires doivent être intéressés parce que bon, il y a le traitement du double flux, il y a énormément de culture à avoir et d'un usage correct du logement, quoi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouais. J'ai jamais testé de bâtiment après le test final, parce que bon, c'est quand même encore assez récent. Tout ça, c'est lié quand même au système d'étanchéité à l'air. Ça va de soi que quand c'est la plaque de plâtre, l'enveloppe interne qui est étanche à l'air, chaque fois qu'on met une cheville ou qu'on met un portrait, on détruit le système d'étanchéité à l'air. Donc tout ça, c'est lié au système constructif, quoi. Donc après, si la membrane elle est 4, 5, 6 cm derrière, il faut expliquer quand même au maître d'ouvrage comment il fait son bâtiment. Et que s'il fait un trou et qu'il utilise une mèche de 150, comme vous disiez tout à l'heure, il va automatiquement abîmer les choses. Alors après, je ne sais pas s'il y a eu des mesures... Ouais, alors, je peux répondre ? Vas-y. Alors avec le système Aeroblue, on n'a pas ce problème-là parce qu'on est sur la partie maçonnée. Donc si on perce le placo, on ne perce pas l'étanchéité à l'air. Voilà l'avantage et l'innovation de ce produit. Sinon, en termes de retour d'études, donc c'est le gros sujet du moment. Enfin, en tout cas, au CT, on a plusieurs projets qui démarrent sur la pérennité. Donc, pour savoir si c'est pérenne, il fallait déjà disposer de projets qui ont un certain recul, enfin, qui ont 3, 4, 5 années. Donc, c'est le cas avec les premières démarches volontaires
bâtiments ou de maisons individuelles réalisées dans le cadre du label BBC Effinergie qui vont justement cette année et dans les 2-3 ans à venir faire l'objet. Enfin, on va avoir ce travail-là sur de la mesure c'est l'échantillon que je vous ai montré tout à l'heure en fait. Donc de l'ordre de 2500 bâtiments, c'est tous les bâtiments qui ont été labellisés BBC Effinergie. Sinon, après, il faut aller voir du côté de la littérature allemande, Minergie, label Passive House, où là on a ce recul bien entendu qu'ils ont fait ces études. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, il y a des mesures qui ont été faites à 1 an, 5 ans, 10 ans. On parle de 5 à 10% de chute en fait de l'efficacité, mais enfin bon, ça existe ce genre d'études, mais pas en France forcément. Enfin, on peut pas tout avoir quoi. Et c'est un peu le problème quoi. Enfin, on n'a pas de recul là-dessus puisque. Bonjour. Moi, c'est un complément aux questions précédentes au niveau information. Donc, je dirais au niveau de l'aéroglou, en effet, effectivement, ça permet de traiter les tâches talaires plus loin et sur la maçonnerie extérieure. Donc, par rapport au doublage intérieur, on est un peu plus protégé. Mais c'est pareil, si on veut fixer une charge lourde, on est obligé d'aller chercher la maçonnerie. Donc, on peut aussi percer même l'aéroglou. On a moins de problématiques, effectivement. Donc, moi, ma question, c'était en complément, c'était sur la pérennité du bâtiment. Est-ce que, à votre avis, il y aura une exigence dans le futur sur la pérennité de l'étanchéité à l'air dans le bâtiment, que ce soit logement ou autre? Parce que c'est vrai qu'étant opérateur de mesure, sur les premiers labellisations BBC, premiers tests que j'ai fait, effectivement, l'étanchéité à l'air, on l'a traité avec l'élément de finition, la plaque de plâtre, qu'on jointoyait avec malheureusement du silicone de partout, des plots étanches au niveau d'électricité. Mais au niveau pérennité, on savait très bien que ce serait pas bon. Sauf que ce qui compte, c'est la mesure à l'instant T à la réception. Voilà, dans le futur, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des évolutions sur la pérennité de ce point-là? J'ai pas de réponse, je sais pas. Il y a des études qui vont être faites sur la pérennité des systèmes d'étanchéité à l'air qui existent aujourd'hui et qui sont mis en œuvre dans le cadre, je disais, donc des labels BBC Effinergie, mais à ma connaissance, est-ce qu'il y aura une exigence réglementaire en fait? Enfin, sur la pérennité, je sais pas, j'avoue que je sais pas. C'est pas le cas hein, si on regarde le label Passive House où il n'y a pas ce genre d'exigence, mais je sais pas, je pense pas. Mais ça sera peut-être l'objet d'un prochain 5 à 7 si un jour la réglementation évolue. Donc voilà, on va terminer ici le débat. Nous vous remercions encore pour votre participation nombreuse. Nous remercions nos 2 intervenants pour leur présentation. Merci.